Donc nous, c'est Béa et Clara, on est cofondatrices de Switch Collective. Et en fait, là, l'idée, c'était que chacune, avant de vous expliquer ce qu'est Switch Collective et ce qu'on fait, que chacune, on vous raconte un peu notre histoire personnelle, notre parcours et ce qui nous avait amené à monter justement Switch Collective. On va démarrer avec Béa qui va raconter ce parcours, et puis ensuite moi, et ensuite on embrayera sur Switch Collective. Ça va? Ouais. C'est parti. Donc, moi en fait, si je dois dater un peu mon Switch, je dirais que j'ai entamé mon Switch il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'étais en conseil en stratégie dans un petit cabinet de conseil. Honnêtement, je pensais avoir la vie dont je rêvais. Je travaillais pour des grands groupes sur des missions hyper intéressantes, assez prestigieuses. À côté de ça, j'étais dans un tout petit cabinet. Donc c'était un cadre cool, flexible, j'étais complètement autonome. Et en plus, Graal ultime, je travaillais en innovation, donc j'avais tout le temps que je voulais pour m'intéresser aux startups, aux dernières tendances et à tout ce qui se faisait en matière de concept innovant. Donc pour moi, c'était juste parfait. Et il y avait évidemment quelques petits désagréments, notamment le fait que j'avais pas une qualité de vie extraordinaire et que je me sentais pas complètement à ma place. Mais je faisais taire tout ça parce que en fait, j'avais le sentiment d'avoir déjà beaucoup de chance, d'avoir un CDI, d'avoir un bon job, et puis et de faire, entre guillemets, un métier assez intéressant. Et en fait, petit problème dans tout ce tableau, le 16 août 2012, je me suis fait licencier. Et là, ça a été une énorme claque. Ça a été une énorme claque parce qu'en fait, moi, pour vous resituer, j'étais plutôt l'élève modèle. Le bon petit soldat qu'on félicite toujours, et me faire virer, en fait, c'était complètement impensable. Et donc là, en fait, tout mon monde, tout mon système de référence s'est complètement écroulé. Et je vous avoue que ça a été compliqué, mais ça a été une cassure tellement profonde et tellement importante que ça m'a obligée à tout remettre en question fondamentalement. Et ça a été la meilleure chose qui a pu m'arriver en fait, à posteriori. En fait, je me suis rendu compte que jusque-là, j'avais suivi des voies toutes tracées, que je m'étais absolument pas écoutée, que j'avais écouté ce qu'on me disait être le mieux pour moi. Donc, j'avais visé le meilleur en soi, filière scientifique, ensuite prépa, concours, école, conseil, stratégie. Et qu'à aucun moment dans mes prises de décision, je me suis posé la question de moi, en fait, ce qui me faisait vibrer moi là-dedans, ce qui moi me parlait, et en fait, parce que les autres me disaient que c'était le meilleur et que c'était une garantie de sécurité à vie, de succès, de bon travail, etc., je m'étais engouffrée là-dedans. Sauf que là, en fait, je me rendais compte que c'était absolument pas vrai. Et que le fait de suivre des voies toutes tracées, c'était absolument pas une garantie, ou absolument plus une garantie de succès. Et donc là, je me suis promis qu'à partir de là, je commençais à travailler pour moi, et pas en fonction de ce que me disaient les autres, et pas en fonction de ce qui était le meilleur selon les autres. Et que du coup, c'était important de me reconnecter à ce qui faisait sens pour moi. Là aussi, je vous avoue, sur le concept, c'est super. Dans la réalité, ça prend du temps et c'est un cheminement qui est long et qui est assez compliqué. Donc moi, ma première décision à partir de ça, ça a été de me dire, ok, je ne retrouve surtout pas mon conseil. J'ai fait, ça a été super, 4 ans, génial, mais c'est fini. Ce qui a été compliqué, parce qu'à l'époque, j'avais 27 ans, je venais d'acheter un appartement et je me retrouvais au chômage. Et tous les jours, on m'appelait, donc des chasseurs de tête m'appelaient pour me proposer exactement le même job, dans un contexte différent, mais ils n'avaient absolument rien à me proposer, d'autre que ça. Donc là, en fait, j'ai activé mon réseau et j'ai contacté tous les gens qui, de près ou de loin, travaillaient dans des départements stratégiques, en marketing, intelligence, en innovation, dans tous ces domaines-là, et qui soit pouvaient me conseiller, soit pouvaient me conseiller à des gens. Et à partir de là, en 4 mois, effectivement, j'ai trouvé un poste chez Rémi Cointreau, marketing, intelligence. Sur le papier, c'était parfait. Je travaillais au département études, innovation, donc génial, c'était exactement ce que j'aimais. J'avais une super qualité de vie, donc je récupérais en plus ma qualité de vie. Donc sur le moment, j'étais aux anges. Il y a vite eu une désillusion parce que je me suis retrouvée dans un grand groupe avec des process qui
qui était long, lent. La plupart des projets que je menais, en fait, il y avait des jeux politiques tels, vraiment dignes de House of Cards. Donc en réalité, les résultats concrets qui aboutissaient de mes projets étaient proches de zéro. Et du coup, deuxième remise en question existentielle où en fait je me suis dit mais voilà, les choses que je fais, il n'y a pas d'impact, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Donc je suis revenue en fait à ok, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Et là j'ai encore voulu aller trop vite. Et je me suis dit j'ai plein d'idées, c'est super, comme j'étais très dans l'innovation. Il y en a bien une qui va donner un business, je vais monter ma boîte. Et donc là, je m'inscris à une formation en entrepreneuriat qui s'appelle Coup d'État qui est faite par The Family. Et super, je me dis, ça va me permettre d'accoucher de mon projet et de mon idée. Et deuxième cours, deuxième énorme claque de ma vie, Oussama, qui du coup donnait les cours, nous dit en fait, ça ne sert absolument à rien d'avoir des idées. Ce qui est important, c'est de savoir le problème qui vous tient aux tripes et que vous voulez résoudre et sur lequel vous êtes prêt à passer les 10 prochaines années de votre vie parce qu'il vous fait tellement vibrer que vous êtes prêt à y dédier les 10 prochaines années de votre vie. Donc là, je me suis dit, ok, donc j'ai plein d'idées et ça ne sert à rien, j'ai pas de problème, donc quel est mon problème? Et là, en fait, dans cette quête du problème, je me suis rendu compte que pour définir un problème qui me tenait aux tripes et sur lequel j'étais prêt à investir 10 ans, en réalité, il fallait absolument retourner à ce qui faisait sens pour moi. Et plutôt que de chercher à l'extérieur des opportunités business, il fallait vraiment que je me pose la question de moi, en fait, qu'est-ce qui me faisait triper, vibrer, ce pourquoi j'étais bonne, ce dans quoi je voulais m'investir, en fait, qui était une cause plus grande que moi et pour laquelle j'étais prête à consacrer tout un certain nombre d'années, que ça marche, que ça ne marche pas, que ça m'enrichisse, même si ça ne marche pas, en fait. Et là, pareil, j'ai encore voulu aller trop vite. Et en fait, j'ai un peu cédé aux sirènes du passer à l'action, immédiatement, rapidement, tout de suite. Et donc, j'ai claqué madame. Et j'ai fait au revoir président, voilà. Je vais finalement, le fait d'avoir du temps libre, je vais le consacrer à 100%. Mon problème va bien émerger. Et du coup, je vais construire mon projet là-dessus. J'aurai 100% de mon temps, donc ce sera super. Et en fait, pas du tout. Au bout d'un mois, je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle loi qui était passée, que mes indemnités, que je perdais 30% des indemnités que j'escomptais. Donc, avec mon prêt, c'était absolument pas viable. Et en fait, je me suis retrouvée face à une feuille blanche, avec le couteau sous la gorge, avec le cerveau mais complètement en panique, et à absolument pas savoir vers quoi je devais aller et ce que je voulais faire. Donc là, je me suis dit, ok, en fait, je vais reprendre une mission de 6 mois. Et là, je vais me laisser le temps. Je vais me laisser le temps au projet d'émerger, s'il doit émerger. Je vais me laisser le temps de rencontrer des gens, de voir si ça me plaît vraiment, de me poser les bonnes questions, de aussi déconnecter par moments, parce que là, je faisais que bombarder là-dessus. Et en fait, il y a un moment où on sature et où c'est plus possible. Et par ailleurs, je me suis dit aussi, moi, en fait, je sous-estimais complètement mon besoin de sécurité financière. Et pendant 6 mois, en fait, je mets de l'argent de côté pour préparer la suite. Et c'est ce qui s'est passé. Au fur et à mesure des 6 mois, en fait, mes convictions sur le projet qui me portait commençaient à émerger. Je me suis rendu compte que moi, ce qui me faisait profondément vibrer, c'est d'aider les gens à trouver leur voie et à accoucher de leur projet de vie. Donc ça a été mon premier Graal déclic où je me suis dit, waouh, je commence à toucher quelque chose qui vraiment a du sens et qui n'est pas juste une opportunité business qui va passer de façon superficielle au gré des autres tendances et modes du moment. Et puis, à force de rencontrer des gens, je me suis rendu compte que quand on était dans cette phase où on se cherchait, dans cette quête de soi, dans cette quête de sens, dans cette quête de créer un parcours qui nous correspond, en fait, on se sentait très seul. Et donc, c'était essentiel d'injecter du collectif là-dedans, parce qu'en réalité, on a besoin d'être entouré par des gens qui sont comme nous et qui se posent exactement les mêmes questions que nous, parce que les gens qui nous entourent naturellement, notre famille, nos amis, en fait, ne sont pas forcément les meilleurs conseils parce qu'ils ne vivent pas ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est aussi important de se recréer ce réseau-là. Et voilà, et au fur et à mesure, toutes mes convictions autour du projet, autour du problème que je voulais résoudre et la solution que je voulais apporter se sont forgées. Et donc, j'ai quitté ma mission fin juillet, j'ai pris des bonnes vacances. En septembre, j'étais d'attaque et en octobre, avec Clara, on se mettait sur Switch Collective et on crée Switch en octobre. Et du coup, là, ça fait depuis octobre qu'on est à fond. Donc voilà l'histoire de mon Switch. Et je vais d'abord juste vous
dire en une phrase le syndrome dont je souffre, que j'ai découvert à l'adolescence quand j'ai dit à ma mère justement en fait j'ai un grave problème, c'est que je suis une passionnée sans passion. C'est-à-dire que je m'intéresse à plein de trucs, je peux m'exalter sur plein de choses, je peux être très engagée, très déterminée à faire plein de choses, mais j'ai pas de talent. J'ai pas de talent et j'ai pas un sujet, une passion, un sujet d'intérêt particulier qui surpasse les autres. Et c'est comme ça que j'ai atterri du coup dans une école de commerce, la voie des gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire. La voie de l'école de commerce. Donc je fais une école de commerce et puis là, comme prévu, je m'ennuie un peu. Je fais plein de stages dans plein de trucs très très différents, l'automobile, le luxe, des trucs rien à voir, le marketing, la finance. J'arrive jamais à rester au bout d'un stage, je pars toujours avant parce que je m'ennuie et parce que surtout je ne trouve aucun sens à ce que je fais. Du coup, je suis diplômée le jour où Lehman Brothers s'effondre. Voilà. Et là, je me dis, il y a quand même un signe. L'univers m'envoie un message. Et je me dis, ok, il faut que je reprenne tout là à zéro et que j'aille justement, et que j'essaie de travailler dans des choses qui me font vibrer davantage et surtout auxquelles donc, je donne davantage de sens. Et c'est comme ça que je commence à réfléchir au secteur public. Je me dis, voilà, j'ai envie de travailler sur des projets d'intérêt général, même si j'ai aucune expérience dans ce domaine-là, aucun réseau, aucune compétence, rien. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mon annuaire d'école de l'époque et je commence à appeler plein de gens qui travaillent de près ou de loin dans ce domaine-là et plutôt sur des projets urbains à l'époque, grands projets urbains. Je contacte plein de gens, je me prends un nombre de bâches absolument incalculable, en gros 8 personnes sur 10 ne me répondent pas. Enfin, il y en a quand même qui répondent, que je rencontre. Parmi elles, il y en a toujours, la plupart qui vont me dire mais il faudrait que tu reprennes tes études du coup parce que tu vas pas pouvoir là aller travailler dans un domaine comme ça que tu connais pas, c'est compliqué et tout. Moi, le problème c'est que j'avais déjà 6 ans d'études derrière moi, qu'il fallait que je gagne ma vie, donc pas possible, pas envisageable. Donc je persévère jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui veut bien me donner ma chance et qui m'offre un job sur le projet du Grand Paris. Donc je vais faire ça, je vais bosser sur le projet du Grand Paris pendant 4 ans finalement, et c'est hyper intéressant, je fais plein de choses, j'apprends plein de choses, parce que je connaissais rien, forcément je pouvais qu'apprendre plein de choses. Je fais plein de choses, et puis au bout de 4 ans, évidemment comme ces projets c'est toujours très politique, vous devez voir ça un peu dans ce domaine, des grands projets et très politique, changement de gouvernance, changement d'équipe, etc. Et je me retrouve avec un boss qui est à moitié un espèce de pervers narcissique horrible. Et là, c'est le clash avec lui, ça se passe extrêmement mal. Je me dis, ok, il faut que je parte. Et là, je me heurte à cette éternelle question, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais rien faire, je ne sais pas ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, je me dis, parce que j'avais un peu rencontré des entrepreneurs à l'époque quand même sur mon projet, là, je me dis pourquoi pas monter ma boîte. J'en parle à mon père, à un déj, mon père qui a fait toute sa carrière à la RATP, et qui me dit, mais enfin ma fille, tu n'y penses pas, tu as l'impression que c'est la liberté, l'entrepreneuriat, alors qu'en fait c'est la pire des animations, c'est un truc qui tu bosses tout le temps, c'est l'enfer, voilà, n'y pense pas. Je dis bon, effectivement, n'y pense pas, c'est vrai, ça n'y pense pas, c'est pas fait pour moi, je ne sais pas faire, voilà. Et du coup, je me remets en quête et je me disais, je me remets à chercher dans le secteur public et je me disais, le seul truc qui me fait un peu marrer, ce serait de travailler en cabinet ministériel. Et notamment à l'époque pour une jeune ministre que je trouvais intéressante, qui était Fleur Pellerin quand elle était ministre à l'économie numérique à Bercy. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien travailler pour cette nana en fait. Elle m'inspire, voilà. Le problème, c'est qu'évidemment, je ne la connais pas, que je n'évolue absolument pas dans ces sphères-là, je n'ai aucun réseau dans ces sphères-là, donc comment je fais ? Et en fait, là, j'ai appris que Fleur Pellerin avait fait la même école de commerce que moi. Bon, sauf que derrière, avait fait l'ENA et tout, donc autre chose, mais bon, on avait fait la même école de commerce. Et donc, je lui ai envoyé un mail. Je me suis dit, je vais lui envoyer un mail en faisant un peu réseau, ancienne camarade de promo et tout. Et donc, j'ai inventé, je n'avais pas son adresse mail, donc j'ai inventé plein d'adresses mail au pif, fleur.pellerin@hotmail.com, machin. Et il se trouve qu'il y en a une qui a fonctionné. Elle a reçu mon mail, sauf qu'évidemment, je lui ai donné un mail, elle ne m'a jamais répondu. Mais donc j'ai pas eu de réponse et pendant des mois j'ai continué ma recherche dans des conditions de travail déplorables avec mon boss où ça se passait extrêmement mal. Je trouvais pas de boulot, je cherchais plutôt dans le secteur privé du coup, un peu dans des boîtes un peu qui faisaient des projets comme ça, un peu publics et tout, sur les gros projets. Et puis franchement personne voulait de moi globalement. Et je savais toujours pas vers où aller, et puis en plus comme ça se passait mal au boulot, je perdais confiance en moi, et plus je perdais confiance en moi, plus c'était compliqué à l'extérieur de
de savoir me vendre. Et donc, bon voilà, ça se faisait pas hyper bien, jusqu'à ce qu'au bout de quelques mois, je reçoive un appel du cabinet de Fleur Pellerin qui me dit vous nous avez envoyé un mail, vous avez envoyé un mail à la ministre il y a plusieurs mois, on cherche quelqu'un, est-ce que ça vous intéresse? Donc là, pareil, j'y connaissais rien à ce moment-là, à l'entrepreneuriat et tout, mais il s'agissait de monter un projet pour booster la tech et l'entrepreneuriat en France. Et donc j'ai bossé à fond le sujet, j'ai eu les entretiens et j'ai commencé à bosser sur ce projet-là. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai fait ça, c'était génial, j'ai rencontré un nombre de gens inspirants et c'est absolument incomparable, incalculable, c'était vraiment, vraiment top. Si ce n'est que je me re-heurtais à quand même grosse machine de l'État, très compliquée à faire bouger, et plus aussi l'ambiance très politique du monde politique, et je finissais par être dégoûtée en fait par la manière dont ce monde-là fonctionnait. Les dessous du pouvoir sont pas très jolis. Donc voilà, et au bout de 2 ans, j'étais un peu en overdose de ça. Et revenais, surtout que là, j'avais pour le coup vraiment côtoyé des entrepreneurs tout le temps. Et je me dis, dans cette histoire d'entrepreneuriat, pourquoi pas, ça revient. Ça revient, et du coup, en même temps, comme je suis quelqu'un de très scolaire, et je me dis, mais je ne sais pas faire, il faut bien que je fasse une formation pour être entrepreneur. Donc c'est comme ça que je me retrouve à la formation, donc Code d'État, qui est bloqué Léa, donc c'est là où on s'est rencontrés toutes les deux, que finalement l'histoire aussi a commencé. On se rencontre là-bas, et effectivement, Oussama, le prof, nous dit, donc il faut que vous réfléchissiez à un problème, à résoudre un problème, et notamment, potentiellement, un problème que vous avez eu. Il nous dit ça, et puis pour la semaine suivante, il fallait qu'on identifie du coup un problème et puis qu'on fasse plein de petites vidéos avec des gens autour de nous pour les faire parler sur le problème, voir si c'était effectivement un problème qui concernait beaucoup de gens. Donc je me dis ça, je me dis bon ok, à quoi je peux bien réfléchir, puis je me souviendrai toujours, c'était une nuit. D'un coup ça vient comme ça, je me dis non mais en fait c'est tout con, mais moi le problème que j'ai toujours eu c'est ce fameux problème d'orientation, de me dire je ne sais rien faire, je ne sais pas ce que je veux, voilà, et c'est ça en fait le problème récurrent que j'ai eu dans ma vie. Et là, pendant toute une nuit, je me suis mis à cogiter, dans tous les sens. J'ai fait une insomnie entière, ça m'était jamais arrivé, j'ai pas dormi la nuit, j'écrivais, ça fusait dans tous les sens et tout. Pendant la semaine, j'ai fait mes petites vidéos avec mes potes et tout, j'étais à fond. Et puis, au bout de quelques semaines, en fait, le truc est retombé. Parce que je me suis dit plusieurs choses, je me suis dit, en fait, ce truc de aider les gens à trouver leur voie et tout, ça fait très coaching, et moi le coaching ça m'emmerde, c'est pas du tout mon monde, c'est pas un truc qui me fait triper, et des trucs un peu à l'anglo-saxonne, à l'américaine, ça me parle pas. Ensuite, j'y connais rien, j'ai pas de compétences, je vais pas encore faire un truc, à repartir de zéro, c'est l'enfer. Et puis enfin, moi j'ai besoin de travailler sur des projets d'intérêt général, avec une vraie dimension collective, c'est pour ça que je suis allée dans le secteur public, et donc j'ai besoin de ça. Donc, je dis ok, je le laisse de côté pour l'instant et je me mets à travailler sur un autre projet entrepreneurial avec des gens que j'avais rencontrés. Un projet entrepreneurial assez politique. Bref, peu importe le projet, mais je me mets à travailler là-dessus. Pendant plusieurs mois, je fais ça en parallèle de mon job au ministère. Très intense, du coup, parce que je gère un peu tout en même temps. Et puis je finis par quitter mon job au ministère parce qu'en plus j'avais une fenêtre de tir pour pouvoir gérer à ce moment-là une rupture conventionnelle et tout. Donc je me dis, bon bah voilà, c'est intéressant, vas-y, lance-toi, c'est parti. J'avais hyper peur, je viens encore une fois pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, donc ça me faisait méga flipper. Mais je me lance, j'y vais. J'y vais et j'annonce à tout le monde en plus, ouais, ça y est, je pars et tout, là, super, j'ai un super projet, c'est top. Hein. Et puis au bout de, franchement, 5 ou 6 semaines, on se sépare avec mon associé. C'est-à-dire que ça faisait 4 ou 5 mois qu'on bossait sur le projet. Et en fait, au fur et à mesure, pour rentrer dans le détail des trucs, on se rend compte que, en fait, on ne partage pas la même vision du projet et ça ne va pas le faire. Donc au bout de 6 semaines, en gros, je quitte le projet et je me retrouve comme ça, le bec dans l'eau, alors que ça faisait 5 ou 6 mois que j'étais en mode dans tous les sens à faire des trucs, hop, plus rien à faire, le vide intersidéral. D'un coup, tout le monde qui me dit alors, comment ça va, t'en es où, machin, en fait, j'en suis nulle part, je suis au début du projet, je ne sais pas ce que je vais faire du tout. Et là, c'est l'énorme claque. C'est énorme claque, ultra violent, violence psychologique, violence sociale, parce que donc, les gens, les parents, les amis, ça se passe, qu'est-ce que tu fous, c'est n'importe quoi ce qui se passe et tout. Grosse violence. Et en fait, ça me ramène sur le problème initial que j'avais du coup identifié des mois plus tôt, sur cette idée de trouver sa voie, d'améliorer le rapport au travail, etc., qui était quelque chose qui m'avait beaucoup habité. Et je me dis, non mais en fait, il y a un vrai truc à faire là-dessus. Il y a un vrai truc à faire là-dessus, sauf que je ne sais absolument pas par quel bout prendre. Et quelqu'un me dit, non mais on ne construit pas des châteaux ou des maisons ou des cathédrales comme ça, là, d'un coup,
fabriquer, on commence par poser juste une première brique, une première pierre. Donc c'est quoi le truc très simple que tu peux commencer à faire pour voir si le sujet parle à d'autres gens qu'à toi? Et du coup, ce que j'ai fait, qui était pas énorme pour moi à l'époque, mais bon, quand même un petit pas, c'est que j'ai commencé à écrire un article pour raconter mon histoire de ce qui venait de se passer. J'ai écrit cet article, sachant que j'avais jamais posté un truc sur Facebook avant. J'ai écrit un article que je poste sur Facebook à tout mon réseau, tout le monde et tout, où je me livre quand même vachement, je raconte mon truc. Et là, contre toute attente, un énorme retentissement, un truc avec je sais plus combien de milliers de vues, je reçois énormément de témoignages de gens, enfin vraiment hyper touchants, qui me disent mais moi ça me touche tellement ce que tu racontes, j'ai vécu la même chose, mais moi aussi j'ai besoin de sens, enfin, un truc vraiment auquel je m'attendais absolument pas. Et là je me dis ok, il se passe vraiment quelque chose, il y a quelque chose à faire. Du coup, je continue à écrire une petite série d'articles, et avec ma patte à moi, c'est-à-dire que comme j'aime pas le monde du développement personnel et du coaching, bah des références qui sont plutôt dans la philosophie, la socio, tout ça, avec un ton qui est très différent de celui qu'on met habituellement dans ces trucs-là. Je mets ma patte à chaque fois sur chaque thématique. Comme j'aime bien l'échelle collective, j'aborde toujours le sujet à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Je me crée mon petit truc. Ensuite, je commence à me dire, ok, je vais tester un petit programme d'accompagnement auprès de mes potes. Donc je prototype une espèce de micro-programme d'accompagnement auprès de mes potes que je teste un peu. Pareil, ça me donne des feedbacks intéressants et voilà. Et je continue à faire plein de trucs, à rencontrer plein de gens et tout ça. Enfin, je suis super active et tout ça, et sauf que je m'épuise complètement et en même temps je fais plein de trucs et je vois pas le truc émerger, je vois pas à chaque fois la suite. Et là, quelqu'un m'a donné le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné, il m'a dit en fait, là, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes, faut que tu fasses une pause. C'est pas en étant comme ça, en mode, en moulinant qu'il y a quelque chose qui va émerger. Il faut que tu fasses ce que lui appelle le vide fertile. Et donc tu lâches et les choses émergeront naturellement. C'était un truc qui était très compliqué pour moi à faire, du coup j'ai pris un mois, je suis partie faire de la méditation. J'ai complètement coupé pendant un mois et puis je suis revenue en septembre. Et là j'avais des idées beaucoup plus claires. Ça s'était fait un peu tout seul quoi. Et je repartais du coup avec quelques convictions. La conviction donc redonner du sens au travail était vraiment devenue une mission d'utilité publique et ça concernait en fait tout un tas de gens qui avaient un vrai mouvement autour de ça. La conviction que c'était intéressant de traiter ce problème à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, de se dire qu'il faut recréer une société, un cadre social qui permette de vraiment changer les choses. Et puis, après, des convictions aussi sur l'angle que je voulais apporter au sujet, donc en traitant les choses de manière très pluridisciplinaire. L'idée aussi de faire des petits pas dans une phase de transition, hein, d'avancer vraiment petit à petit avec un petit article, un petit truc, un petit prototype, voilà. Donc ce genre, et l'idée aussi qu'il fallait savoir être très actif parfois, et parfois juste couper, laisser les choses se faire. Et donc avec Béatrice, à ce moment-là, de toute façon on était restés évidemment très en contact pendant toute cette période et à partager, à faire converger nos idées. Donc on fait converger nos idées, notre projet, ce qui nous amène effectivement en octobre, où on a monté donc Switch Collective. Et en gros, du coup, à mesure qu'on a commencé à s'intéresser au sujet de plus en plus précisément, on s'est rendu compte que le travail tel qu'on se le représentait, tel que nos parents aussi nous l'avaient donné à voir, que ce travail-là en fait était en train de disparaître, ce système-là était en train de disparaître. En gros, avant, donc, enfin encore aujourd'hui, hein, le travail c'est un CDI à temps plein, en salariat, voilà, où on a un métier, plus ou moins toute sa vie, voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le CDI, le sacro-saint CDI, lui perd du terrain. Aujourd'hui, c'est 9 embauches sur 10 qui se font en CDD. C'est quand même assez énorme. Les formes d'emploi se diversifient très très largement autour du salariat, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus d'indépendants. En France, c'est 600 nouveaux indépendants par jour. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Le nombre de multi-actifs aussi, donc de gens qui ont plusieurs casquettes, qui font plusieurs jobs en même temps, a doublé en 10 ans. Et puis un autre truc hyper important, c'est qu'avec l'accélération technologique, l'obsolescence des compétences et des métiers s'accélère justement. C'est-à-dire qu'il y a notamment une étude qui montre que 50% des jobs d'aujourd'hui là, pourraient avoir disparu d'ici à 10 ans. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais 10 ans c'est demain. Okay, et on est tout le monde est concerné, et pas seulement les tâches et les jobs peu qualifiés, les jobs aussi très intellectuels sont évidemment qualifiés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est entré dans ce monde que nous on appelle l'ère du switch, une ère où il n'y a plus donc de voies toutes tracées, mais où il y a des chemins qui sont très singuliers, qui sont faits forcément à un moment d'entrée, de sortie, de bifurcation, d'aller-retour, voilà, c'est comme ça. Ça peut paraître plus chaotique, mais en même temps c'est aussi beaucoup plus souple et mouvant.
Donc ça peut paraître plus chaotique parce que c'est vrai que c'est plus de risques, c'est plus de discontinuité. Et en même temps, ça peut être aussi plus d'ouverture et d'opportunité. On aime bien cette phrase de Charles Endy qui dit « Pour la première fois dans l'expérience humaine, nous avons la chance de pouvoir modeler notre travail pour l'adapter à notre mode de vie. Au lieu d'adapter notre vie à notre travail, nous serions fous de la laisser passer. » Donc nous, on pense aussi que tout ça, on peut en faire justement une formidable opportunité. Mais pour ça, encore faut-il savoir, donc nous on dit, encore faut-il savoir switcher. Donc switcher, ça ne veut pas dire subir l'insécurité, ça ne veut pas dire zapper d'un job à l'autre, mais ça veut dire, au contraire, quel que soit le contexte et quelle que soit la situation, dans une situation positive ou négative d'ailleurs, savoir reprendre sa trajectoire en main et devenir en quelque sorte entrepreneur de son propre parcours, savoir inventer son propre parcours, un parcours qui nous correspond, qui résonne vraiment avec qui on est. Pour nous, c'est ça, switcher. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une seule manière de switcher, évidemment. Il y a autant de manières de switcher que d'être humain, hein, d'une certaine manière. En tout cas, nous, on a quand même identifié 4 grands profils. D'ailleurs, il n'y avait pas... Voilà, il y a Raph. Merci. Il y a 4 types de switchers. Il y a les switchers entrepreneurs, donc par exemple qui étaient salariés et puis qui deviennent entrepreneurs. Il y a les corporate switchers, donc à l'époque où Raph était encore dans sa boîte, mais la possibilité de se réinventer à l'intérieur de son organisation ou de son secteur. Les switchers slashers, donc ça c'est les switchers qui cumulent plusieurs jobs en même temps ou qui, à côté d'un job en salarié, vont avoir des projets voilà, qui les animent et qui font à côté. Et puis il y a les radical switchers, ça c'est évidemment ce qu'on voit souvent dans la presse, hein, il était banquier, il est devenu ébéniste. Donc ça existe, c'est super. Après, évidemment, c'est loin d'être la majorité et il ne faut pas non plus trop s'identifier à ces cas-là. C'est pour ça que nous, on trouve intéressant de travailler surtout avec ce type de profil et ce type de switch. Parce que du coup, on se rend compte que dans cette nouvelle ère, switcher est devenu un savoir-faire indispensable et ça signifie plusieurs choses. Ça signifie qu'il faut changer de mindset sur plusieurs points, en fait, qui ont été qui nous ont été profondément inculqués depuis notre plus tendre enfance. En fait, hier, notre façon de se former, c'était, on acquiert un diplôme et on se forme une bonne fois pour toutes. Ça marche dans les systèmes qui sont extrêmement stables, où les métiers et les compétences nécessaires pour exercer un métier évoluent très lentement. Aujourd'hui, on se rend compte, c'est ce que disait Clara tout à l'heure, 50% des jobs d'aujourd'hui sont menacés et n'existeront plus demain, donc les choses évoluent beaucoup plus rapidement. Et donc, à partir de là, on est en train de rentrer dans une ère où il faut se former en permanence et où, en fait, le savoir-faire clé et la compétence clé associée à ça, c'est de savoir apprendre à apprendre et plus avoir appris une bonne fois pour toutes et du coup, faire fonctionner son capital un peu comme une rente. Le deuxième point, c'est que hier, on était recrutés sur ce que l'on savait, sur une expertise, sur un diplôme, sur les expériences qu'on avait eues, etc. Parce qu'effectivement, il y avait une fiche de poste et puis on essayait de voir, le recruteur essayait de voir si on avait les compétences pour pouvoir tout de suite être opérationnel et pouvoir performer le métier. Aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des métiers vont complètement se renouveler, complètement changer. Voire, il va en émerger des nouveaux. Est-ce que vous saviez ce que c'est un gros hacker il y a 2 ans? Est-ce qu'un content strategist, c'est plein de métiers qui sont en train d'arriver, qui émergent, qui sont complètement nouveaux, sur lesquels on sait absolument pas, on sait la finalité de ces métiers, on ne sait absolument pas encore les compétences précises, exactes, et elles changent constamment. Donc en fait, on va plus recruter les gens sur leurs envies, leurs appétences et leur envie de se former justement. Et donc là, on se rend compte que ce qui est essentiel, c'est si on est recruté pour qui on est, pour nos envies, nos impétences, il est essentiel de se connaître. Il est essentiel de savoir qui on est et de savoir ce vers quoi on veut aller. Le troisième point, c'est qu'avant, on choisissait un métier. Et c'est un peu la citation, je vois que là, il y a Seth Godin, donc il faudra en mettre une autre. Vous savez, c'est celle où il dit « Mon grand-père a eu un métier toute sa vie, mon père a eu plusieurs métiers tout au long de sa carrière, et moi j'ai plusieurs métiers en même temps. » Voilà. Avant, on choisissait un métier et on l'exerçait à peu près toute sa vie, parfois dans plusieurs entreprises, parfois dans une seule et unique entreprise. Aujourd'hui, on voit que vu que nos métiers sont
à court moyen terme, tous plus ou moins menacés de profondément changer, voire de disparaître complètement, il faut apprendre à s'orienter, à se remettre en question, à rebondir, à switcher constamment au sein de sa carrière. Et donc ça veut dire qu'il faut apprendre à s'orienter, savoir comment choisir en fait, savoir comment faire des choix. Et ça, c'est pareil, quelque chose qu'on ne nous a pas appris parce qu'effectivement, on ne sait pas faire des choix en fonction de ce qui est bon pour nous. On nous a toujours dit, voilà, suis le meilleur et tu verras, ça se passera bien. Et troisième chose, c'est qu'avant, on cherchait un job. Et voilà, et on avait du coup un métier, on savait les compétences qu'on avait, et puis on cherchait, voire on venait nous chercher pour des jobs avec des cabinets de chasseurs de tête, etc. Demain, on se rend compte de plus en plus que, moi, je suis faite de plein de facettes différentes, de plein d'expériences différentes, de plein de potentialités différentes. Et en fait, l'idée, ça va être de créer le job sur mesure qui, à un instant T, correspond à mes aspirations, à ce que j'ai envie de développer et aux compétences que j'ai. Et donc, l'enjeu, c'est ce que disait Clara tout à l'heure, c'est de devenir entrepreneur de soi-même, entrepreneur de son parcours. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout été câblé pour. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a essayé de vous montrer avec nos expériences personnelles avec Clara, c'est que c'est pas du tout un cheminement, c'est que tout ça, oui, on a beau le savoir, c'est extrêmement compliqué parce que la façon dont on a été éduqué, toutes les croyances qui sont profondément enracinées en nous, nous amènent à nous déroutent de ce chemin-là, entre guillemets. Et nous, c'est pour ça qu'on a créé Switch Collective. Et notre mission, c'est d'apprendre aux individus et aux organisations à switcher, avec cette définition de créer un parcours qui me correspond et qui a du sens pour moi. À ceci près, c'est ce que disait Clara tout à l'heure, c'est que pour nous, il y a vraiment cette conviction fondamentale qu'on a besoin d'avoir une action aux trois échelles, c'est bien à l'échelle individuelle qu'à celle des organisations et qu'à celle collective. Et notre conviction profonde par rapport à cela, c'est que pour catalyser, pour booster la transformation collective sur ce sujet, en fait, ça ne peut que passer par des transformations individuelles. Et c'est pour ça que la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a créé un programme d'éducation qui s'appelle Fais le bilan calmement. C'est un programme sur 6 semaines. C'est tous les mercredis soirs et les samedis. Le but, en fait, c'est de prendre le temps de se poser, de prendre le temps de se poser les bonnes questions, de prendre le temps de savoir où on en est aujourd'hui, objectiver ce qu'on a pu apprendre, les acquis qu'on a pu avoir, les expériences qu'on a pu faire, les aptitudes qu'on a entre guillemets en magasin, mais aussi se poser la question de ce qu'on a profondément envie de faire et de faire émerger ce qui a du sens pour nous, pour ensuite définir ce vers quoi on veut aller. Donc en gros, voilà, c'est un programme sur plusieurs semaines, on commence par faire le point. C'est important effectivement de changer de posture, de changer de mindset, de justement prendre les bons réflexes par rapport à ce nouveau monde et cette ère du switch. Ensuite, c'est aussi, là aussi, c'est essentiel pour faire émerger ce qui a du sens pour moi, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à savoir qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui a du sens pour moi. Ensuite, d'objectiver ce que je sais faire, de voir ce que j'aime faire et aussi d'explorer de nouvelles potentialités et de nouvelles facettes de moi. Et ensuite, pour tout ça, arriver sur définir moi mes propres critères de réussite et savoir ce vers quoi je veux aller. Et là-dessus, on a une approche qui est assez différente c'est ce que disait tout à l'heure Clara, on n'est pas du tout du coaching. On a une approche, la première des choses, c'est collective et collaborative. On s'est rendu compte, de par nos expériences personnelles, que pendant ces phases-là, c'était essentiel d'être en groupe, en fait, parce que l'émulation du groupe faisait que la motivation perdurait beaucoup plus longtemps et qu'il y avait énormément à apprendre par effet de miroir des expériences des autres. Du coup, c'est des promotions de 40 personnes avec des profils extrêmement différents à chaque fois. La deuxième approche, c'est vraiment ce que disait aussi Claire tout à l'heure, vraiment pas à pas, petit à petit, parce que généralement on voit ça comme un énorme grand saut et du coup on prend peur et on se dit que c'est pas du tout pour nous et on retourne dans l'ancienne voie. Alors qu'en fait, quand on fait chaque jour un petit peu, donc nous on a vraiment une approche où tous les jours vous recevez un mail du contenu pour justement avancer petit à petit. C'est là où en fait on se rend compte qu'au bout d'un moment on a fait énormément de choses et qu'on a commencé déjà à entamer le process, qu'on est dans la dynamique.
Le troisième point, c'est qu'on est orienté action, réflexion, parce que ça c'est absolument nécessaire de réfléchir sur soi, l'introspection, etc. Mais aussi très action, avec des ateliers concrets, parce que voilà, c'est essentiel aussi de se tester, de s'expérimenter, de voir en fait, en se confrontant au réel, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous fait vibrer et ce qui ne nous parle pas. En fait. Et le quatrième point, c'est l'approche pluridisciplinaire. Nous aussi, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une méthode qui fonctionnait pour tout le monde. Il n'y avait pas, une façon de faire qui était la bonne et qu'au contraire, il fallait fournir le plus d'ingrédients possible pour que chacun puisse aller piocher ce qui, à un instant T, lui parle et ce qui peut l'aider par rapport à ses problématiques à lui. Donc voilà. Il y a trois formules. Il y a une formule qui est 100% online, il y a une formule qui est en groupe, donc avec la promo, les 6 semaines, etc. Et puis il y a une formule en fait qui est dédiée à des personnes qui ont envie de faire aboutir un projet et du coup avec toute une part de mentoring en one-to-one pour vraiment accompagner à l'émergence et à la définition d'un projet. C'est en groupe, enfin c'est la même chose que c'est la formule en groupe avec en plus une partie mentoring en one-to-one pour compléter et voilà.